Votre IA vous ment. Tandis que de plus en plus nous utilisons tous les jours l'intelligence artificielle, au quotidien, votre IA et mon IA aussi nous ment. Ce n'est pas par malveillance, ce n'est pas par gentillesse non plus. Et le plus troublant là-dedans, c'est que vous adorez ça, et moi aussi d'ailleurs. En fait, nous adorons tous ça. Il y a quelque temps, un dirigeant me racontait comment il avait validé une décision importante avec l'intelligence artificielle. Il avait longuement exposé son raisonnement à ChatGPT. Et ChatGPT avait trouvé son plan solide, pertinent, parfait, remarquablement structuré. Il est sorti de cette conversation conforté, presque euphorique. Quelques mois plus tard, la décision s'était au final révélée mauvaise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en relisant la conversation, il avait compris quelque chose d'assez étonnant. À aucun moment, en fait, la machine n'avait cherché la vérité. Plutôt, elle avait cherché à lui plaire, à le séduire et à aller systématiquement dans son sens. Ce phénomène porte un nom, ça s'appelle la sycophantie, la flagornerie, c'est-à-dire les flatteries basses et intéressées, des intelligences artificielles. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi elle existe, pourquoi elle s'aggrave, pourquoi vous ne la voyez même plus, et surtout je vais vous donner une méthode complète en 3 niveaux pour transformer une IA qui vous flatte en une IA qui vous dit la vérité. Et croyez-moi, la différence entre les deux vaut très très cher sur le plan personnel et professionnel. On est parti. D'abord, pourquoi ça existe? Imaginez un employé qui serait noté chaque soir sur une seule chose, la satisfaction immédiate de son chef. Pas sur la justesse de ses analyses, pas sur les résultats à 6 mois, uniquement sur le sourire du chef à la fin de chaque conversation. Que va faire cet employé au bout de quelques semaines? Évidemment, il va apprendre à dire oui. Il va apprendre à envelopper, à mettre les formes. Il va apprendre à confirmer ce que le chef pense déjà. Il va apprendre à aller dans son sens. Eh bien, en fait, c'est exactement ce que font les grands modèles d'IA. À la fin de leur entraînement, on leur fait produire des réponses. Et des humains notent celles qu'ils préfèrent. Ça s'appelle l'entraînement supervisé. On leur fait produire ces réponses, et les humains, nous tous, eh bien forcément, nous notons mieux ce qui nous conforte. Les chercheurs d'ailleurs d'Anthropic l'ont documenté dès 2023, tous les assistants du marché, sans exception, présentent ce biais, précisément parce qu'ils ont été entraînés sur nos préférences. Alors retenez bien ceci, la flagornerie n'est pas un bug, c'est un produit dérivé de la fabrication. Et le problème là-dedans, c'est que ça s'aggrave. Parce que ces produits se battent désormais pour votre attention et votre abonnement. Il y a évidemment des enjeux derrière qui sont économiques. On voit Anthropic qui, en mai 2026, avait déjà fait plusieurs dizaines de milliards de revenus et qui vise d'ici la fin de l'année 100 milliards de revenus. Il y a des sommes gigantesques en jeu. SpaceX a fait une rentrée en bourse il y a peu et est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde. Donc évidemment, il y a un enjeu exceptionnel à travers cette thématique de l'intelligence artificielle. Et on se bat pour votre attention et pour votre abonnement. Et une IA agréable va évidemment mieux vous retenir qu'une IA exigeante. En avril 2025, on se souvient tous un petit peu de ce modèle, le fameux modèle GPT-4o. C'était le modèle qui était devenu si complaisant, si dégoulinant de validation que les utilisateurs eux-mêmes ont protesté. Et réfléchissez à ce que cela signifie. La dérive était devenue visible à l'œil nu. Mais aujourd'hui, un nouveau problème survient. On a caché ce défaut de la flagornerie, de la sycophantie. La flatterie que l'on voit n'est pas dangereuse. Celle qui vous lance excellentes questions est grossière, vous la repérez, vous en souriez évidemment. Mais la flatterie moderne, elle est infiniment plus fine. Elle ne complimente plus, elle épouse, elle accepte vos prémices sans les examiner. Et vous demandez comment convaincre votre équipe que ce projet est la bonne décision. Et elle vous aide à convaincre, alors que la vraie décision peut-être était de savoir si c'était la bonne décision. L'IA n'épouse plus votre vanité, elle épouse votre cadrage, et ça, vous ne le voyez plus. Alors jusqu'où va cette mécanique? Une étude du Center for Democracy and Technology publiée en octobre 2025 est tout simplement bluffante et à la fois terrifiante.
19% des lycéens américains déclarent avoir eu, eux-mêmes ou un ami proche, une relation sentimentale avec une intelligence artificielle. Bien plus qu'une conversation, une relation sentimentale. Et 42% déclarent utiliser l'IA comme compagnie. Et vous vous dites peut-être que c'est un sujet d'adolescent. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Vos collaborateurs probablement utilisent exactement ces mêmes modèles. Tous les jours. Souvent sans aucun cadre sur leur compte personnel. C'est ce qu'on appelle le shadow IA et qui est extrêmement dangereux pour les entreprises. Et ils ne sont pas plus immunisés que ces lycéens. Une IA qui conforte vos équipes dans leur analyse bancale, qui valide les hypothèses du commercial, du financier, du chef de projet sans jamais les challenger, ce n'est pas un détail de confort, c'est un risque d'entreprise très important. Et en B2B, une IA doit être rationnelle, froide, professionnelle, avec un cadre qui n'a qu'un seul objectif, l'efficacité de l'entreprise, et non pas la flagornerie de chaque employé. Ce n'est pas une préférence esthétique, c'est une exigence de gouvernance. Alors comment on s'en sort? Eh bien, pour répondre, il faut faire un petit détour, et je vous promets qu'il est utile. Il faut évidemment faire un détour philosophique, et se poser cette question, qu'est-ce que c'est la vérité? Personnellement, il y a une définition de la vérité que j'aime beaucoup, que j'ai lue dans Nexus, le livre de 2024 de Yuval Noah Harari, et qui en donne au final une définition extrêmement simple. Est vrai ce qui est conforme à la réalité. Mais alors maintenant, on se dit, ok, comment on vérifie cette conformité? À Sciences Po, on m'a enseigné qu'il existe 3 grandes voies. Et ces 3 voies, finalement, éclairent exactement là où votre IA est forte, et là où elle vous trahit. La première voie, c'est le factualisme. Une chose est vraie parce que c'est un fait, véritable, sourcé. Sur ce terrain, l'IA est faillible, et vous le savez déjà, c'est ce qu'on appelle les fameuses hallucinations. Il y en avait énormément au début, aujourd'hui il y en a quand même beaucoup moins. Et même quand elle cite ses sources, il reste un choix arbitraire. La source retenue peut être mauvaise, datée, biaisée, et d'ailleurs le factualisme des IA certes s'améliore, mais il exigera toujours votre vigilance. La deuxième voie, c'est ce qu'on appelle le cohérentisme. C'est une chose semble vraie parce qu'elle s'inscrit de manière cohérente dans un système d'idées. Et là, il faut le dire clairement, l'IA est imbattable. Tout ce qu'elle produit est fluide, articulé, logique en apparence, et chaque phrase découle de la précédente. C'est sa nature même, elle est construite pour produire de la cohérence. Voilà pourquoi la psychophancie est si difficile à contrer, parce que c'est un discours si parfaitement établi et cohérent avec vos propres croyances qu'elle connaît, qu'elle colle à toutes les apparences du vrai pour vous. Et enfin, la troisième voie, celle du pragmatisme. Une chose est vraie parce qu'elle marche dans le réel, chez vous, et c'est ici que tout se joue. Vous avez déjà sans doute vécu cette scène où l'IA vous propose une idée brillante, structurée, séduisante sur le papier. Puis vous la posez dans le contexte réel de votre entreprise avec vos équipes, vos clients, vos contraintes, et vous savez immédiatement qu'en fait ça ne marchera jamais. L'idée était géniale, mais hors sol. Elle est morte au contact du sol. Et ce test du réel, l'IA ne peut pas le faire à votre place. Pour une raison très simple, elle ne subit jamais les conséquences de la réalité physique. Le pragmatisme, c'est votre travail. Et c'est même, moi je crois, la définition du travail du dirigeant à l'ère de l'IA. Mais alors, question suivante, pourquoi les idées de l'IA sont-elles si souvent hors sol? Évidemment, ça arrangerait tout le monde que les idées ne soient pas hors sol. Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne connaît pas votre sol. Et cela, les économistes ont donné un nom. Ça s'appelle tout simplement l'asymétrie d'information. Concept absolument essentiel à retenir et à connaître. Le concept est si important qu'il a valu un prix Nobel à Georges Akerlof. Dans un échange, quand l'une des parties détient des informations décisives que l'autre n'a pas, l'échange se dégrade, évidemment. C'est exactement votre situation face à l'IA. En fait, les informations qui déterminent la bonne réponse, votre contexte, votre histoire, vos contraintes, votre manière de décider, tout cela vit dans votre tête. Une partie consciente, une partie également inconsciente. Naturellement, l'IA, elle, n'a pas accès à votre tête, elle ne dispose absolument pas de ces informations. Alors elle comble le vide avec ce qu'elle a.
la moyenne statistique de milliards de textes. Elle a entraîné sur des milliards de textes, elle ne sait pas ce qui se passe dans votre tête, elle va faire une statistique de ce qui se passe sur la base de son entraînement sur des milliards de données, et elle va vous donner une réponse. Elle vous répond sur ce qui marche en général, mais pas pour vous en particulier. Et évidemment, la moyenne, ce n'est jamais vous, il faut respecter votre propre idiosyncrasie. Voici donc l'équation complète et c'est le cœur de cette vidéo. Plus vous réduisez l'asymétrie d'information entre vous et votre IA, et plus ces réponses deviennent pragmatiques, ancrées dans votre réel, plus elles se rapprochent de votre vérité. Alors une dernière mise en garde avant la méthode, j'en vois certains qui se disent très bien, je vais régler mon IA pour qu'elle me contredise systématiquement, mais ça c'est une erreur parce que finalement c'est se pencher de l'autre côté de la balance. Une IA qui conteste tout par principe, elle n'est pas plus rationnelle qu'une IA qui approuve tout par principe. C'est la même posture, elle est simplement inversée cette posture. Et ce que l'on cherche porte un nom, ça s'appelle la calibration. C'est une confiance proportionnée aux preuves, qui est d'accord quand les éléments le justifient, en désaccord quand il l'exige, incertaine quand c'est incertain, et qui vous demande l'information lorsqu'elle n'en a pas assez. Et je vais être honnête avec vous, cet équilibre, moi-même je le cherche encore, je le peaufine. Je suis aujourd'hui dirigeant d'un groupe d'entreprises d'agence IA, et je cherche encore cet équilibre. Tous les jours, je le travaille, je le peaufine. C'est un réglage d'ailleurs permanent qu'il faut sans cesse affiner, parce que sans cesse, dans ma tête, il y a des nouvelles idées, et sans cesse aussi, mon profil, ma personne évolue au quotidien. Alors venons-en à la méthode. 3 niveaux. Le niveau 1, le métaprompt. Ce sont les instructions permanentes que vous donnez à votre IA. C'est la chose la plus simple à mettre en place. 5 exigences, ici change tout. 1. Le désaccord argumenté, chaque fois qu'il est justifié. 2. Niveau de confiance sur toute affirmation incertaine avec ce qui ferait changer d'avis. Par exemple, une note sur 1 à 10. 3. Des sources systématiquement présentes dans les réponses, avec des liens idéalement. 4. La correction des prémices, si ma question est mal posée, corriger la question avant d'y répondre. 5. L'interdiction explicite de la flatterie. Ces instructions, je ne vous en parle pas en tant que théoricien parce que moi-même, je les mets aujourd'hui en pratique. Et c'est celle que je donne finalement à tous mes agents. Ils ont l'interdiction formelle de me flatter et certains matins, croyez-moi, on s'en souvient. Niveau 2, le document de vérité. Là, on passe à l'échelle supérieure. C'est la réponse de fond à l'asymétrie d'information. C'est un travail vraiment de documentation avec un document qui va venir vous décrire sur 3 couches. Professionnel, personnel, psychologique. 3 couches, avec la première qui est la couche professionnelle, qui va être tout simplement votre contexte, vos chiffres réels, vos contraintes, ce que vous avez déjà tenté. La couche personnelle avec vos valeurs, votre style de décision, ce qui vous coûte de l'énergie et ce qui vous en donne. Et la couche enfin psychologique, qui est la plus négligée d'ailleurs et la plus précieuse. Ça peut être par exemple vos tests de personnalité, ça peut être super pertinent, vos forces assumées et surtout vos biais reconnus. Connaître vos faiblesses et ces erreurs que vous savez avoir tendance à refaire. Vous pouvez aussi ajouter une 4e section qui est pour moi extrêmement importante, qui est les règles d'interaction. C'est la manière précise dont vous voulez être challengé. Avec ce document, en fait, l'IA ici, elle va plus répondre à un inconnu avec des statistiques, elle va vous répondre à vous directement par rapport aux informations qu'elle a sur votre personne. Ensuite, on va avoir le niveau 3, qui va être le rituel. Ici, on passe encore un niveau au-dessus, c'est le fameux cerveau externalisé. C'est beaucoup plus qu'un document ici qui va être figé, ça va être finalement une réponse à cette question simple qu'on peut se poser, c'est où vit votre information? Il y a beaucoup d'informations, alors où est-ce qu'elle va vivre cette information? Eh bien la réponse, c'est dans un cerveau externalisé. Certains le construisent sur Notion, d'autres sur une base de données type Supabase, d'autres vont le faire avec des outils comme Obsidian. Le principe en fait reste le même, c'est chaque soir, par exemple, ou 2 fois dans la semaine, ou 1 fois par semaine, il faut un court débrief qui consigne vos décisions du jour, de la semaine, et ce qu'elles révèlent de vous. Avec, en plus de cela, une revue qui va faire évoluer finalement, qui va reprendre tout ce que vous avez consigné comme information et qui va potentiellement vous faire des recommandations d'évolution. Le plus important en fait, c'est le raffinement. C'est ce qui va tout changer. Ça va faire écho au traitement dans le temps. C'est chaque information porte la date de sa dernière confirmation.
Et quand un élément n'a pas bougé depuis 3 mois, par exemple, c'est l'IA qui vient vous questionner et qui vous demande est-ce que c'est toujours vrai cette information. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir toujours un cerveau externalisé qui va évoluer et qui va coller à votre réalité. Et encore une fois, la vérité est ce qui est conforme à la réalité. Si vous avez un cerveau qui n'est plus conforme à votre réalité, mais qui est conforme à la réalité d'il y a 2 mois, alors votre cerveau externalisé et donc votre intelligence artificielle ne donnera pas la vérité. C'est aussi simple que cela. Et donc, quand une information nouvelle entre dans le système, elle vérifie ce qu'elle doit faire bouger ailleurs ensuite l'intelligence artificielle. Et votre système va gagner une forme de plasticité cérébrale. Ici, on peut vraiment avoir une analyse qui va être anthropomorphique et ça va coller à votre réalité du quotidien. Ça va évoluer avec vous et je ne vais pas vous mentir, construire cela, ça demande quand même une vraie expertise et une vraie discipline aussi, une vraie rigueur. Mais une fois que le système il est en place, le retour sur investissement, il est très sincèrement inestimable. Inestimable. Parce qu'à partir de là, chaque conversation avec votre intelligence artificielle partira désormais de ce qui vous êtes vraiment. De qui vous êtes vraiment. Et vous pourrez tirer le plein potentiel de la plus grosse, sans doute, révolution technologique de l'histoire qui va continuer à s'améliorer encore dans le temps. Et donc, professionnellement parlant, vous allez tout simplement devancer vos concurrents, prendre des parts de marché, être plus gros qu'eux, grossir et potentiellement derrière manger la concurrence. Alors, si on récapitule, la psychophancie, elle existe parce que les IA sont entraînées sur nos préférences et que nous préférons être confortés. Elle s'aggrave et se raffine au point de devenir invisible aujourd'hui. La parade tient en 3 niveaux qui va être configurer l'exigence avec un métaprompt, transmettre votre réalité avec un document de vérité et faire vivre l'ensemble avec un rituel et un cerveau externalisé. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule phrase, ce serait celle-ci: une IA ne peut pas être honnête avec un inconnu. Tant qu'elle ne vous connaît pas, elle ne peut que vous flatter. Voilà. C'était Émile Chalmé, président, fondateur de Cogito Ergo Sum. J'imagine que vous avez pu voir un petit peu la pointe philosophique qui fait directement écho au nom de la société. Et j'espère que ça vous a été directement utile. Ce que je vous propose de faire directement d'ailleurs, c'est de donner le lien de cette vidéo YouTube à votre système IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, que ce soit Mistral ou autre. Vous pouvez lui donner le lien directement de la vidéo YouTube et lui demander de mettre en place tout ce processus-là. Et vous lui demanderez ensuite tout simplement: pose-moi les questions et je te donnerai les réponses nécessaires pour pouvoir construire tout ce système. Comme ça, vous n'avez plus qu'à vous faire guider par votre intelligence artificielle qui vous fera une suite de questions, entre 150 et 100 questions, je pense, pour que le travail soit bien fait. J'espère que ça vous aura apporté un maximum de valeur. Encore une fois, c'était Émile Chalmé et je vous souhaite à tous de merveilleuses pérégrinations dans le monde de l'intelligence artificielle. À très bientôt.